Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Bienvenue à ce premier webinaire dédié à la formation de l'outil LifeMap Diary, le journal de bord digital. Donc aujourd'hui, nous sommes trois panélistes, trois personnes qui allons interagir avec vous. Donc moi, je suis Aude Nardone, je suis en charge de la communication et du mécénat au sein du fonds 101. En dessous de moi, nous avons donc Sylvie Letellier, qui est infirmière à Strasbourg, au CHU de Strasbourg, à l'hôpital Haute-Pierre, et qui est infirmière donc en soins intensifs réanimation. Et nous avons donc Anne-Sophie Debu, qui est la directrice du pôle Mieux accompagné du Fonds 101, ex-infirmière en réa, que beaucoup parmi vous connaissent déjà. Elle était à l'hôpital Cochin. Et donc Anne-Sophie, aujourd'hui, va nous expliquer comment utiliser l'outil LifeMap Diary. Donc, tout d'abord, pour vous présenter ce qu'est 101 pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, nous sommes un fonds à but non lucratif, donc ça fonctionne exactement comme une fondation. Le détail, c'est que nous sommes vraiment un fonds 100% dédié à la réanimation. Voilà, tout l'argent qu'on collecte est vraiment au service des services de réanimation. Aujourd'hui, on est là vraiment pour vous présenter le journal de bord, certains en version digitale, LifeMap Diary. Certains parmi vous ont déjà utilisé un journal de bord, connaissent cet outil, l'ont peut-être utilisé sous un format papier. Mais le but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser cet outil digital, comment est-ce que vous pouvez vous l'approprier au sein même de vos services. Voilà, donc Anne-Sophie va vous faire une petite présentation en images, guidée avec des explications. Sylvie, ensuite, l'hôtelier pourra répondre aussi à vos questions puisqu'elle fait partie donc, voilà, de ceux qui l'ont déjà testé au quotidien au sein du service. Et le but de ce webinaire, évidemment, c'est d'être interactif, de pouvoir répondre à vos questions. Donc, ce que vous pouvez faire à travers Zoom, c'est via la petite bulle discuter que vous avez en bas de l'écran d'affichage, me poser vos questions. Moi, je serai en caméra off et en micro off, mais je lirai toutes vos questions. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit temps de questions-réponses à l'issue de cette présentation, sauf si d'ores et déjà, vous avez déjà des questions. Mais pour le moment, je n'en vois aucune. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos questions. Moi, ensuite, je les note et puis après, je me ferai un petit peu votre porte-parole et je pourrai lire vos questions à voix haute et Anne-Sophie ou Sylvie pourront y répondre. Voilà. Si j'ai rien oublié, je passe la parole à Anne-Sophie et je vous remercie toutes et tous d'être présents. Bonjour à tous, merci Aude pour cette introduction. Donc effectivement, l'objet de ce webinaire est de vous présenter les fonctionnalités de LifeMap Diary, le journal de bord digital que nous avons développé avec le fonds 101. Alors, même si je pense qu'une grande partie d'entre vous êtes familier avec le concept de journal de bord, puisque nous sommes réunis aujourd'hui, quelques mots en introduction. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une grande partie de nos patients présentent, en tout cas nos patients les plus graves, présentent ce qu'on appelle le syndrome post-réanimation, un ensemble de symptômes avec une composante somatique, bien entendu, importante, mais surtout avec une composante psychiatrique qui va nous intéresser aujourd'hui, avec donc cette morbidité psychiatrique post-réanimation qui va être très importante, qui va être composée de trois grands ensembles de symptômes, les symptômes de stress post-traumatique, les symptômes anxieux et les symptômes dépressifs. Tout un ensemble de symptômes, pas toujours simples à dissocier les uns des autres, mais enfin, symptômes qui vont affecter une grande proportion de nos patients, jusqu'à 50% de nos patients les plus graves selon les études. Cette morbidité psychiatrique est très liée avec l'amnésie du séjour en réanimation. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de nos patients ne se souviennent pas ou très peu de leur séjour de réanimation, ou bien que ces souvenirs rares sont difficilement dissociables de souvenirs tout aussi présents, tout aussi prégnants dans leur mémoire, qui sont les souvenirs délirants de leurs rêves de réanimation, de leurs cauchemars de réanimation, qui ont bien souvent l'air plus vrais que nature pour nos patients, qu'il n'est pas toujours facile de dissocier. Alors, les causes à la fois de l'amnésie et de ces
et de cette morbidité psychiatrique, il y a bien sûr un certain nombre de mécanismes psychologiques qui vont être en jeu, mais ne sont pas en reste finalement des causes biologiques telles que la pathologie neurologique initiale, les traitements médicamenteux nombreux qui vont être administrés en réanimation, et également les lésions neurobiologiques secondaires à la fois au sepsis ou au stress chronique que les patients vont ressentir en réanimation. Ces atteintes neurobiologiques vont notamment toucher l'hippocampe, la zone de la mémoire, d'où l'amnésie, et l'amygdale, la zone de l'émotion, d'où les troubles de l'humeur qui peuvent apparaître après la réanimation. Alors face à cet ensemble, à cette morbidité psychopsychiatrique très importante, dès les débuts de la réanimation, en tout cas telle qu'on la considère aujourd'hui, c'est-à-dire dès la grande épidémie de poliomyélite au Danemark, les infirmiers se sont posé la question de comment aider leurs patients parce que c'est une initiative infirmière à la base, comment aider leurs patients à se reconstruire après un séjour en réanimation. Les infirmiers, donc, plutôt les infirmières à l'époque, des pays du Nord touchés par la grande épidémie, vont commencer à rédiger des journaux de bord pour leurs patients. Des journaux de bord qui vont, dans leur esprit, les aider à combler ce qu'on appelle le trou réa, cette amnésie de la réanimation, remettre les souvenirs étranges et délirants en contexte, comprendre ce qui est arrivé au corps et puis le temps nécessaire à la récupération, quand on s'endort finalement, à part la pathologie aiguë, plutôt en bon état et qu'on se réveille sans muscle, c'est difficile de se réapproprier cette histoire-là, démêler le réel de l'irréel et puis reconstruire son histoire. Alors depuis les années 60, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur le journal de bord. On ne va pas rentrer dans les détails, mais il me paraissait important de vous présenter à minima cette étude de Christina Jones, publiée dans Critical Care en 2010, qui va vraiment permettre de diffuser l'idée du journal de bord dans les zones plus méridionales de l'Europe par rapport aux pays scandinaves. Étude alors d'une puissance statistique assez faible et puis avec beaucoup de pertes entre 1 et 3 mois à la fin de la deuxième partie de l'étude. Mais on s'aperçoit effectivement que dans le bras journal, les patients ayant bénéficié d'un journal de bord voient leurs symptômes de stress post-traumatique nettement abaisser 3 mois après la sortie de réanimation. Dans une autre étude de 2010, menée par Carl Beckman, qui faisait également partie de l'étude précédente, ils se sont intéressés aux items du SF36. SF36 étant une échelle de qualité de vie qui mesure un certain nombre d'items, comme vous les voyez en bas, donc le rôle physique, la douleur, la santé générale, la vitalité, etc. Et là encore, on s'aperçoit, on est à 36 mois post-réanimation, et bien que la grande majorité des items sont améliorés lorsqu'on a bénéficié d'un journal de bord versus pas de journal. Alors, ces études sont très encourageantes. On a essayé de les reproduire à plus grande échelle. En 2019, l'équipe de Maïté Garouste publie leur grande étude sur le journal de bord et son effet sur le stress post-traumatique chez les patients recevant de la ventilation mécanique. Malheureusement, cette étude s'avère négative. Avec cependant un certain nombre de biais, puisque effectivement, pour atteindre une puissance statistique satisfaisante, il va être demandé que les patients inclus dans l'étude soient peut-être un petit peu moins graves que les patients dont on pourrait estimer qu'ils vont le plus bénéficier d'un journal de bord. En revanche, parallèlement à cette littérature quantitative qui est difficile finalement à mettre en place parce que c'est une intervention humaine, on retrouve énormément de littérature qualitative, que ce soit sur le journal de bord ou son absence, avec, dans le cas de son absence, des patients qui regrettent beaucoup de ne pas en avoir bénéficié. Dans les patients qui ont bénéficié d'un journal de bord, ils estiment que finalement, le journal de bord leur a véritablement permis de combler ces trous qu'ils avaient par rapport à leur histoire, de démêler le réel de l'irréel et donc de véritablement comprendre ce qui leur est arrivé, créer du sens, comprendre l'attitude surprotectrice des proches parfois, le temps nécessaire à la récupération. Et donc, par rapport au temps nécessaire, on culpabilise moins et donc on va moins déprimer. Et puis, par rapport à la famille, on va moins s'isoler
puisqu'on va comprendre cette attitude un petit peu parfois agaçante quand on est quelqu'un de très indépendant, et protéger sa santé familiale et sociale. Avec des témoignages très forts qu'on retrouve dans les études. Et là, je vous présente le témoignage de Nadine, qui est une patiente qui nous a aidés au développement de LifeMap Diary, qui nous dit: c'est une partie de moi en dehors de moi. Si demain ma maison brûle, c'est la première chose que je prends avec moi. Pour les proches, ça a un intérêt également, le journal de bord, puisque on s'aperçoit que pour les familles, ça va être un support d'information extrêmement précieux. Là aussi, on sait que les séquelles psychologiques des familles de réanimation sont importantes et sont bien souvent liées à un problème d'information, de ressenti, de ne pas avoir eu suffisamment d'informations, de ne pas avoir suffisamment compris les choses. Eh bien, le journal de bord, finalement, c'est un support supplémentaire qui n'est pas prévu pour eux, finalement, mais qui va les aider parce que les informations seront rédigées en termes plus simples. Ça va compléter les informations données à l'oral et leur permettre de lire et de relire les informations écrites et les assimiler à leur rythme. On sait que les proches sont souvent ils ressentent une grande impuissance, ils se sentent très démunis face à la situation, ce qui peut créer du conflit. Leur permettre de rédiger un journal de bord, eh bien, cela va vraiment les aider à reprendre leur place, à reprendre une utilité auprès de leurs proches, et donc de retrouver voilà, une puissance d'agir. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé LifeMap Diary, le journal de bord digital, pour vous aider dans votre mission de créer des journaux de bord pour vos patients. Donc, comment est-ce qu'on a fait LifeMap Diary ? Eh bien, on a commencé par travailler avec une équipe de techniciens informatiques qui sont vraiment spécialisés dans les applications sécurisées. Pour ne rien vous cacher, ils travaillent habituellement pour des applications bancaires, donc ils connaissent bien le sujet de la sécurité des données. Et puis, ils connaissent aussi beaucoup le sujet de l'adaptation à tous les publics, puisque le but était que l'application puisse être utilisée par n'importe quelle personne qui a vraiment une compétence minimale en informatique. Et donc, si vous savez utiliser WhatsApp, vous allez être en mesure d'utiliser LifeMap Diary sans trop de difficultés. A priori, on a vraiment fait quelque chose de le plus simple possible. Ensuite, on a conçu les fonctionnalités avec des soignants aguerris à l'usage du journal de bord dans un premier temps, mais on s'est beaucoup appuyé sur des patients et des proches de patients qui avaient utilisé le journal de bord papier pour nous aider à mieux comprendre les fonctionnalités qui pourraient les aider concrètement dans l'utilisation du journal de bord digital. Et puis enfin, on est accompagné par un cabinet d'avocats et notre délégué à la protection des données, Clément Daniel, que vous voyez donc là en noir et blanc, sur lequel on a vraiment travaillé sur la sécurisation de l'application au maximum, puisque quand même, ce sont des données un petit peu sensibles. Je vais passer assez rapidement sur la sécurité des données. Je ne sais pas si la notion de certificat SSL, du système d'invitation sur token unique vont vous parler. En tout cas, nous sommes hébergés sur un hébergeur qui n'est pas labellisé données de santé, mais qui a le même niveau de sécurité des données. La donnée de santé, c'est un simple label dont on n'a pas besoin pour le journal de bord, parce que ce ne sont pas des données de santé. Mais en revanche, on est sur le même niveau de sécurisation de l'application que les hébergeurs qui sont labellisés données de santé. Vous voyez sur la droite de l'écran la page de connexion. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous connecter à l'application LifeMap Diary, qui est une web app, en fait, à partir de n'importe quelle interface dont vous disposez. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sur votre téléphone portable personnel si vous le souhaitez, mais vous pouvez également mettre un raccourci sur le bureau de votre ordinateur, dans la chambre du patient, de l'ordinateur de l'hôpital. Ça, c'est vraiment à chacun d'utiliser comme il le souhaite. Et donc, on a plusieurs entrées. De la même manière que vous pouvez vous connecter à votre compte Facebook de n'importe quel ordinateur ou n'importe quel téléphone, eh bien, là, c'est la même chose. Il s'agit simplement de se connecter avec son adresse mail et son mot de passe. Vous allez, une fois que vous êtes connecté, avoir une interface service. Donc là, nous sommes sur le parcours soignant. C'est ce que vous aurez si jamais vous décidez d'utiliser LifeMap Diary dans votre service. Vous allez avoir donc un centre de contrôle dans lequel vous allez retrouver les contributeurs du service classés par ordre alphabétique et puis avec leur profession. Et puis, à droite, la fonctionnalité pour ajouter et supprimer de nouveaux contributeurs soignants dans votre équipe.
Vous avez dans ce centre de contrôle également la partie journaux des patients, où vous allez retrouver l'intégralité des journaux de bord actuellement ouverts dans votre service, mais également les patients sortis et les dossiers archivés. Donc, dans les journaux de bord ouverts, vous allez pouvoir cliquer sur « Consulter ». Ça va vous permettre de rentrer dans le journal de bord de votre patient et d'y contribuer. Ou alors « Gérer ». Le petit bouton « Gérer » va vous servir à faire changer le statut du journal de « Ouvert » vers « Sorti ». Une fois que votre patient, que vous avez fait sortir votre patient du service, vous passez le journal en mode sortie et à ce moment-là, le patient et ses proches, donc le patient va recevoir un mail dans sa boîte mail pour pouvoir se connecter à son propre journal et le patient et les proches peuvent continuer à contribuer dans le journal pendant 6 mois après la sortie. Et puis, une fois que on a imaginé ça pour une fonctionnalité de faire un journal, si vous voulez, pourquoi pas de réhabilitation, où le patient peut petit à petit se réapproprier son histoire et continuer et puis recommencer finalement à interagir avec ses proches en les tenant au courant de son quotidien dans le centre de réhabilitation, par exemple. Et puis, au bout de 6 mois, le journal va passer en mode archive. Et là, pendant 2 ans, le patient et ses proches pourront toujours accéder à la web app, mais ne pourront plus y contribuer. Et à partir du jour où vous passez le journal en mode sortie, le patient et ses proches, enfin en tout cas ses proches administrateurs, vont pouvoir exporter sous format PDF le journal pour pouvoir l'imprimer sous format papier. Je continue, nous sommes toujours sur le profil, le parcours soignant. Notez que vous pouvez choisir comment vous apparaissez dans le journal. Par défaut, la web app va vous identifier avec votre prénom et votre profession, mais vous pouvez tout à fait choisir, comme vous le souhaitez, d'être identifié différemment. Donc là, en l'occurrence, c'est Anne-Sophie infirmière, mais si c'est professeur Intel, ce sera professeur Intel. C'est à vous de voir comment vous souhaitez être appelé dans les journaux de bord dans lesquels vous allez contribuer. Ensuite, une fois que vous êtes rentré dans le journal de bord d'un patient, ça va se présenter comme ça. C'est l'interface journal ici. Donc, vous avez en haut un bouton « Écrire un message » sur lequel, quand vous cliquez, vous allez dérouler le pop-up que vous voyez en dessous. Ça ressemble vraiment à n'importe quelle interface de réseau social, si vous voulez, dont vous avez l'habitude d'utiliser, avec « Écrivez votre message » et « Publiez ». Et puis, un certain nombre de fonctionnalités. Là, on va rentrer dans les différentes fonctionnalités qu'on a imaginées pour faciliter la tâche de chacun. Donc, dans un premier temps, ajouter une photo. Vous allez pouvoir ajouter des photos à chacun de votre poste si vous le souhaitez, les proches aussi, bien sûr. À noter que, donc voilà à quoi ça va ressembler. Donc là, nous sommes dans le service de Strasbourg qui testait le journal de bord à la période de Noël, et donc ils avaient décidé d'hospitaliser le Père Noël. Donc, vous voyez les photos qui avaient été ajoutées par les soignants durant cette période de test. Et donc, si vous ajoutez plusieurs photos, vous allez avoir des petites flèches sur la photo vers la droite et vers la gauche qui vont vous permettre de faire défiler les différentes photos qui auraient été ajoutées, soit par les soignants, soit par les proches. Deuxième fonctionnalité utile en lien avec les photos, l'option contenu sensible. On sait aujourd'hui que beaucoup de patients regrettent de n'avoir pas d'image d'eux pendant la période de réanimation, sauf qu'évidemment, ça pose un peu des problèmes à la fois de droit à l'image, et puis on est toujours un peu mal à l'aise de publier ce genre de photos. Eh bien, la fonction contenu sensible, justement, cherche à répondre à ces problèmes-là, puisqu'elle va mettre dans le mur, si vous voulez, de votre application, de votre journal, un trigger warning avec un petit œil barré, donc contenu sensible, ce qui fait qu'on ne pourra pas tomber sur la photo sans avoir fait la démarche active de cliquer sur afficher le message pour voir le message et la photo sensible en particulier. Ces contenus sensibles ne sont accessibles que aux patients à son réveil, aux proches administrateurs et aux soignants. On va y revenir tout à l'heure, mais il y a 3 groupes de confidentialité dans lesquels on peut classer les proches, dans lesquels les proches administrateurs classeront les autres proches, plus exactement. Et donc, seuls les proches administrateurs auront accès à ces contenus-là. Puisqu'on parlait d'inviter les proches, vous avez un bouton « Inviter les proches » qui vont vous permettre de vous croiser Madame Michu dans la chambre du patient, et bien de l'inviter. Le fin mot de l'histoire reviendra là encore au proche administrateur. Ça va se présenter comme ça, hein. Il faudra simplement saisir le mail de la personne. Et donc, le proche administrateur aura la main sur
dire « Ok, nous sommes d'accord pour que telle personne soit contributeur au journal ou pas », et ensuite pour le classer dans les différents cercles de confidentialité. J'y reviendrai juste après. Dernière fonctionnalité intéressante pour les soignants, pour leur faciliter un petit peu la vie, pour enlever les aspects un peu rébarbatifs de la rédaction des journaux de bord, on a rajouté l'option « Ajouter une fiche de soins ». Vous allez avoir tout un catalogue de fiches de soins possibles à cliquer. Vous pouvez les retrouver toutes au-dessus, dans l'onglet « Fiches de soins » tout en haut de votre application. Et quand vous êtes dans le message et que vous cliquez sur « Ajouter une fiche soins », vous allez avoir la liste des fiches qui existent. Je suis à votre disposition si vous aviez besoin d'autres fiches, si jamais vous utilisez LifeMap Diary dans votre service, pour en ajouter de nouvelles. C'est assez simple à faire. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner les actes pertinents pour le patient. Ça va vous éviter d'avoir à raconter à chaque fois qu'est-ce que c'est qu'une sonde d'intubation quand vous écrivez dans le journal de bord de votre patient. Ça va permettre aussi de standardiser les choses pour optimiser la compréhension de chacun, puisque on sait qu'il peut y avoir des infirmières qui ont 2 jours d'expérience comme 12 ans d'expérience dans un service. Et donc, ça va être utile pour vraiment permettre une compréhension optimale de ces choses-là pour les patients. Et puis, surtout, ça va permettre de créer un glossaire personnalisé. Un patient qui n'a pas eu d'ECMO, il n'a pas besoin d'avoir le mot ECMO dans le glossaire qui va lui parler de réanimation. Là, vraiment, on va lui faire un glossaire tout à fait pertinent pour lui. Ça va se constituer comme ça dans son application. Il va avoir un petit parcours de réanimation avec toutes les fiches par ordre chronologique. À noter qu'en revanche, dans son export PDF, ce sera rangé par ordre alphabétique, vraiment sous forme de glossaire à la fin. Quelques mots sur le compte proche pour donc les proches qui vont contribuer au journal de bord. Donc, eux, ils n'ont pas d'interface de service, bien sûr. Ils vont avoir une interface qui ressemble beaucoup à celle au sein du journal de bord quand vous ouvrez le journal d'un patient, avec tout de même une interface de contrôle qui s'appelle Proche, qui va être l'interface de gestion des différents contributeurs de ce journal-là en particulier. Donc, comme pour nous, il y a les boutons « Écrire un message » et « Inviter des proches ». À noter qu'on a ajouté une fonction « Indiquer une visite » qui va permettre aux proches qui n'a pas forcément ni le temps, ni peut-être aujourd'hui l'énergie d'écrire un long message, de dire juste « Coucou, je suis passé aujourd'hui ». Ça permet de laisser une trace sans écrire trop long. Il est également possible d'utiliser cette fonctionnalité-là pour mettre un petit message qui soit un peu moins visible derrière. Et puis un peu dans cette même veine, on a ajouté l'option message privé qui permet, vous êtes, je sais pas, l'époux ou l'épouse du patient et vous avez envie de mettre un petit mot d'amour sans forcément envie que l'intégralité du service puisse lire ça, eh bien vous allez cocher l'option message privé et là, seul le patient aura accès à ces messages-là. Aucun autre compte ne peut accéder au message privé que celui du patient. Si jamais le patient décède et que vous le sortez en mode décédé de votre application en tant que soignant, eh bien, ces messages-là seront supprimés. Et donc, les proches aussi peuvent ajouter des photos, comme vous l'avez vu juste là. Donc, nous sommes sur une interface proche administrateur. Donc, vous avez le bouton « Inviter des proches », mais vous avez également l'onglet « Proches » qui va permettre de gérer les proches qui vont être ajoutés, soit par vous, soit par les soignants au fur et à mesure que de nouvelles personnes arriveraient en visite dans le service. Vous allez pouvoir, du coup, sélectionner les cercles dans lesquels vous allez ajouter chaque personne. Avec ce petit bouton pop-up, cette fenêtre pop-up plus exactement, qui va sortir quand vous allez cliquer sur la personne et qui va vous rappeler les droits de chacun des cercles. Les proches administrateurs, donc, attribuent les cercles, on vient de le voir, mais peuvent également voir les messages des proches, voir les messages des soignants, voir les contenus sensibles, mais pas voir les messages privés. Le premier cercle va pouvoir avoir accès aux messages des proches et des soignants, mais pas aux contenus sensibles ni aux messages privés. Et enfin, on a pensé aussi à un deuxième cercle, une troisième famille de proches qu'on a imaginé peut-être pour des collègues qui travaillent sur un projet qui n'ont pas vocation à lire le journal de bord plus que ça, mais par contre qui pourraient avoir envie de contribuer au journal. On imagine ça pour toute personne un peu proche, mais qui ne viendrait pas visiter le patient dans sa chambre. Eh bien, ces gens-là peuvent voir les messages des proches, mais n'auront accès à rien d'autre et pourront contribuer, donc raconter un petit peu ce qui se passe dans la vie du patient en dehors de la réanimation et donc l'aider à reconstruire l'histoire de cette période où il était un petit peu absent à lui-même. Enfin, le compte patient, donc comme je vous le disais, le patient a également un compte. On a même imaginé ça de façon à ce que si
pour une raison X ou Y, le patient pouvait imaginer qu'il va être en réanimation, je ne sais pas, dans un projet de greffe, par exemple, eh bien, on pourrait tout à fait imaginer qu'on lui crée son journal de bord en amont, et c'est le patient qui aurait tous les droits pour pouvoir créer les proches administrateurs, classer tous les proches qu'il souhaiterait contribuer au journal et être totalement maître de son journal de bord en amont des choses. Donc, au moment où vous créez le journal de bord, dans cette idée-là, le patient va recevoir un premier mail. Comme je le disais tout à l'heure, il y aura un deuxième mail qui sera envoyé au moment de la sortie pour que le patient puisse utiliser son journal après sa sortie. Dans le mail, comme vous le voyez, vous avez un lien de connexion immédiate. Si jamais on lui a déjà parlé des choses, il n'a pas besoin de lire le blabla. Ensuite, vous avez une petite introduction pour le cas où il est sorti, il était encore un petit peu perdu et que ses proches ne l'ont pas encore expliqué. Eh bien, il va pouvoir savoir ce que c'est qu'un journal de bord. Quelques conseils de lecture qui visent principalement à le déculpabiliser en lui disant que c'est pour lui. S'il n'a pas envie de le lire maintenant ou s'il n'a jamais envie de le lire, c'est pas très grave. C'est vraiment pour lui et que c'est important de s'entourer pour lire un journal de bord. Donc ça, on a noté que c'était particulièrement important et donc on l'a mis. Et puis, on explique également qu'il a 6 mois pour y contribuer et encore pendant 2 ans pour l'exporter. Enfin, important également en termes de droit des données, le patient va pouvoir, sans avoir besoin de créer son compte et d'entrer dans l'application, il va pouvoir supprimer ses données si jamais il estime que non, en fait, il n'en voulait pas et qu'il est hors de question qu'on garde les données de ce journal-là. Donc, comme je le disais, donc, le mail est envoyé à la création du journal. Et puis, au moment du passage en mode sortie, ça évite que ce soit perdu dans une avalanche de mails qui aurait pu avoir lieu pendant la longue hospitalisation du patient. Je suis désolée pour le bruit. Il y a la rue qui est juste en bas. Le patient qui se connecte, il va arriver sur la même interface que vous. Il va choisir son mot de passe et puis il va pouvoir rentrer dans son application qui ressemble encore une fois complètement à l'interface des patients, des proches et des soignants, pardon. Vous avez le bouton écrire un message et puis si le journal est en mode sortie, eh bien le patient va voir tout de suite le bouton exporter le journal. Le patient peut exporter le journal à partir donc du jour de la sortie et autant de fois qu'il le souhaite jusqu'à la fin des 2 ans et 6 mois dont nous avons parlé tout à l'heure. Comme vous le voyez, il a également le bouton proche. Il a également les conseils et le bouton profil. On a développé un petit peu les explications pour le patient, toujours dans l'idée que peut-être il serait moins accompagné que les autres, que les proches notamment, quand il ouvrira son application, si jamais il n'est plus dans le service de réanimation. Donc, on a vraiment expliqué les fonctionnalités, écrire un message et exporter le journal sous forme de petits pop-up comme ça. Comme je vous le disais, le patient a aussi la main sur ses proches et peut les classer dans les différents cercles de confidentialité dont nous avons parlé tout à l'heure. Enfin, quelques mots sur l'export PDF. Donc, il se présente comme ça, comme vous le voyez. Pour le moment, c'est simplement un export PDF imprimable à volonté. On espère fortement que dans un avenir proche ou moins proche, on réussisse à avoir un partenariat avec une boîte d'impression qui nous ferait de beaux objets pour les patients. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Donc, l'export PDF, comme je le disais, il est exportable dès la sortie du patient, autant de fois que nécessaire, accessible durant 2 ans et 6 mois. Le patient est le seul à pouvoir faire un export absolument total de son journal de bord à partir du mail qu'il aura reçu dans sa boîte mail personnelle. Le proche administrateur peut également exporter, mais sans les contenus sensibles et les messages privés. Et les proches du premier et du deuxième cercle peuvent aujourd'hui pas faire d'export. Le projet étant dans une version 2 ou 3, que chacun puisse exporter les choses auxquelles il a le droit par rapport à son cercle de confidentialité. Sur la droite de la slide, vous voyez la couverture du journal de bord. Donc là, en l'occurrence, c'était un journal test également, le journal de Blanche-Neige. Vous avez ensuite, en première page, un petit sommaire qui résume les différentes parties du journal. Vous noterez que les contenus sensibles sont sortis de la chronologie du journal en lui-même pour être mis à part pour éviter de tomber dessus par hasard. Et puis, vous avez en annexe, du coup, le glossaire personnalisé composé des fiches de soins dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, une page d'introduction qui reprend un petit peu les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui étaient dans le mail, mais un petit peu plus détaillés, sur les conseils de lecture et les éventuelles précautions à prendre, et puis la déculpabilisation qui dit que c'est vraiment un outil pour lui et que c'est à lui que c'est destiné, donc c'est à lui de savoir s'il peut ou veut le lire.
Ensuite, vous avez la liste des contributeurs, classés d'abord par proches et puis ensuite par les soignants. Le journal de bord en lui-même, rangé par ordre chronologique et expurgé des contenus sensibles. Donc voilà, ça se présente comme ça. Les images sont intégrées directement dans les messages. On s'est inspiré de Fanny Léo un petit peu. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez une gazette pour votre grand-père ou votre grand-mère, eh bien voilà, on s'est un petit peu inspiré de ce format-là. Et puis à la fin, donc, sont colligés les contenus sensibles par ordre chronologique là encore. Et puis enfin, les fiches de soins qui sont, comme je le disais tout à l'heure, classées par ordre alphabétique. Et puis bon, quelques éléments sur les deux autres outils que le pôle Mieux Accompagné a développé pour expliquer aux patients un petit peu qui nous sommes. À noter que si vous décidez d'utiliser LifeMap Diary dans votre service, on ne va pas vous laisser tout seul. On va vous proposer de mettre en place 2 webinaires live aux dates qui vous conviendront pour former toute votre équipe, pour faire une petite revue de la bibliographie sur le sujet du journal de bord. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, quelles sont aujourd'hui les pratiques recommandées autour du journal de bord. Ce webinaire sera enregistré, puis on vous le donnera pour que vous puissiez le diffuser à votre rythme quand vous le souhaitez et comme vous le souhaitez auprès de votre équipe. On vous donnera un kit de formation simplifié au format PDF également, sachant que je ne l'ai pas mentionné, mais vous avez des fiches conseils sur chacune des interfaces destinées à chacune des populations. Dans les interfaces soignants, vous avez des conseils aux soignants pour rédiger un journal de bord. Dans l'interface proche également et dans l'interface patient, on retrouve les conseils dont je vous ai parlé à la fois dans le mail et dans l'export PDF. Enfin, on vous proposera de participer au réseau Second Life que nous avons développé, sur lequel il y a un certain nombre de chaînes qui s'intéressent à différents sujets. Et notamment, on a créé une chaîne dédiée à la veille bibliographique autour du journal de bord, qui vous permettra à la fois de vous tenir au courant de ce qui se dit et ce qui se fait aujourd'hui sur le journal de bord dans le milieu de la réanimation, mais également d'échanger avec les autres services qui utilisent notre application, qui seront sur Second Life et qui pourront partager leurs astuces, leurs éventuels problèmes, les obstacles, et puis échanger autour du sujet pour se soutenir. Second Life, donc ça c'est une diapo très moche et très chargée, mais je vous l'ai mis quand même parce que je voulais, avant de clôturer la partie présentation de ce webinaire et passer aux questions, vous parler des 2 autres outils que nous développons avec le pôle Mieux Accompagné de 101. Le premier, c'est LifeMap. LifeMap, c'est un livret d'accueil / livret de sortie qui, là encore, est sous format web app et qui est personnalisable pour votre service. C'est-à-dire que tout simplement, vous avez une page où vous allez pouvoir intégrer les informations qui vous paraissent pertinentes sur votre service, les numéros de téléphone, les horaires de visite, etc. Et puis toute une partie qui explique ce que c'est que l'univers de la réanimation et comment mieux le vivre aux proches. Et on est en train de développer beaucoup sur cette même plateforme une partie livret de sortie qui a pour vocation vraiment de donner des clés et des informations utiles aux patients pour mieux comprendre et mieux appréhender ce qui va se passer pour lui après la réanimation, a fortiori après une hospitalisation un peu longue en réanimation. Et donc, à droite de l'écran, vous avez le réseau Second Life, qui est donc le réseau dont je vous parlais, sur lequel il y a la chaîne d'accompagnement des services qui utilisent LifeMap Diary. Second Life, c'est un réseau social, mais qui est bien sûr sécurisé et modéré de façon assez réfléchie, on va dire, et qui vise à mettre sur une même plateforme et à rassembler sur une même plateforme des soignants, des patients et des proches pour échanger autour de qu'est-ce que la réanimation. Donc, pour les soignants, il y a des chaînes spécifiques qui leur donnent les actualités du monde de la réa et puis des informations sur les bonnes pratiques avec des posters récapitulatifs ou des interviews d'experts. Et puis, côté patients proches, mais également soignants, finalement, il y a un certain nombre de contenus qui sont créés, soit de vulgarisation pour mieux comprendre la réanimation, soit j'essaye de publier une fois par semaine un témoignage, soit de patients, soit de proches, sur une thématique particulière pour essayer de mieux comprendre l'expérience réanimation de nos patients. Voilà. Et puis en bas, vous avez mon contact et le site web de 101 et les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des derniers projets.